regarde celui-là, trop mignon. Bonjour, et soyez les bienvenus dans Xenius. Bienvenue dans cette émission où l'on va apprivoiser un animal déjà domestiqué mais resté très sauvage. Il a des pattes de velours, des yeux perçants et quand on le caresse, il fait ce bruit. Le chat. Il a désormais remplacé le chien comme notre animal de compagnie préféré, ce que je n'ai aucun mal à comprendre. On va voir depuis quand le chat et l'homme se fréquentent, comment ces chasseurs nés sont devenus de douces peluches, ou presque, et apprendre à bien réagir quand Minou sort ses griffes. Oui, car il ne faut pas oublier que le chat était autrefois un animal sauvage, même si sa relation avec l'homme remonte à plusieurs siècles. L'amour des chats, immortalisé par cette statue de bronze vieille de presque 3000 ans. Les Égyptiens respectaient les chats et voyaient même en eux des divinités dignes d'être vénérées. C'est ici, au musée égyptien de Berlin, que l'on retrouve des preuves de ces débuts prometteurs entre l'homme et le chat, par exemple dans la collection de papyrus. Les sous-sols du musée recèlent d'innombrables trésors datant de l'Égypte ancienne. Ils témoignent du statut particulier accordé alors aux chats jusqu'après leur mort, comme le montrent ces momies. Les chats vivants étaient considérés comme l'incarnation de la déesse Bastet. C'est pourquoi on les élevait en grand nombre dans les temples, en particulier dans celui de Boubastis, dédié à Bastet, dans le delta du Nil. À leur mort, ils recevaient les mêmes rites funéraires que les hommes. Les fouilles archéologiques en Égypte mettent régulièrement au jour de vrais cimetières de chats. Les Égyptiens sont parmi les premiers à avoir domestiqué le chat et pas seulement comme animal sacré. À l'origine, il servait à protéger les réserves de grains contre les rats et les oiseaux. Dans les tombeaux datant de 2000 avant Jésus-Christ et après, on voit de nombreuses représentations de chats accompagnant leur maître à la chasse aux oiseaux ou à la pêche. C'est comme ça qu'est né un lien particulier entre le chat et l'homme. Les Égyptiens vénéraient aussi le chat comme la divinité protectrice de leur pays. En examinant les momies du musée égyptien, les scientifiques ont remarqué que les chats bénéficiaient d'une procédure d'embaumement spéciale. Leurs pattes étaient déboîtées pour obtenir une momie allongée, comme le montrent ces radios. Les premiers chats domestiques d'Égypte descendaient probablement du chat sauvage d'Afrique. À bord de navires de commerce grecs et romains, ils sont ensuite arrivés en Europe, où l'on pense qu'ils se sont croisés avec les chats sauvages d'Europe. Mais les éthologues supposent que le chat sauvage d'Afrique est resté dominant dans la lignée, puisque même à l'état sauvage, il est presque aussi doux que nos chats d'intérieur. Le chat sauvage d'Europe, à l'inverse, est bien plus farouche de nature. Craintif, il préfère vivre à l'écart des hommes, le plus souvent en solitaire. Alors comment ces félins aussi indépendants et sauvages sont-ils devenus nos affectueux compagnons ? Une évolution que l'on commence à peine à étudier. Kurt Kottreschall est un éthologue spécialisé dans le comportement des chats et des chiens. En les comparant, il remarque invariablement que le degré de domestication, en d'autres termes d'adaptation à l'homme, est bien moins avancé chez le chat. Les chiens se distinguent des loups par leur grande propension à bien vouloir rendre service à l'homme. Les chats ne sont pas du tout comme ça, ils ont gardé leur caractère indépendant. La raison en est simple. Le chien côtoie l'homme depuis plus de 16 000 ans. Le chat, lui, nous accompagne depuis moitié moins longtemps. Il a donc encore largement conservé son caractère sauvage et ne reconnaît pas l'homme comme son maître. S'il lui arrive d'obéir, c'est seulement parce qu'il le veut bien. L'interaction avec l'homme a tout de même modifié son mode de communication. En particulier, le miaulement. Il s'agit en réalité de leur langage de chaton, car les chats adultes ne miaulent pas pour communiquer entre eux. Mais dans son rapport avec l'homme, le chat reste un petit. Il dépend de la personne qui le nourrit et la considère en quelque sorte comme sa mère.
C'est du moins ainsi que certains biologistes interprètent le comportement du chat domestique. On voit que par rapport à leurs cousins sauvages ou à d'autres chats domestiques peu habitués à l'homme, ils sont très vocaux. Chacun d'entre eux va d'ailleurs développer des vocalises très variées qui lui sont propres pour communiquer avec son propriétaire. Des éthologues britanniques supposent aussi que l'homme a beaucoup de mal à résister au miaulement et que le chat l'a bien compris et aime en rajouter. En vivant à nos côtés, les chats sont passés maîtres dans l'art de nous manipuler. On ne les vénère peut-être plus comme le faisaient les Égyptiens. Mais les chats sont restés les vrais maîtres de nos foyers. Les subtilités de la relation homme-chat, c'est la spécialité de la plus célèbre des thérapeutes pour chats d'Allemagne. Bonjour, entrez. Voilà mon chat Marvin qui vous attend. Ah, Marvin, bonjour Marvin. Bonjour, toi, je peux te caresser? Oui, avec Marvin, aucun problème. Voilà, très bien. Il suffit de caresser doucement. Et voici mon autre chat Matisse. Adorable. Marvin, viens là. Oui, c'est bien. Viens, mon trésor. Comment les chats sont-ils entrés dans votre vie? Les chats ont toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais petite, à la campagne, ma grand-mère et moi essayions toujours de convaincre mon grand-père de laisser vivre les chatons. Vous le savez, encore aujourd'hui dans les fermes, on ne laisse malheureusement pas toujours vivre les portées non désirées, ce qui est un peu triste. Plus tard, j'ai participé à un programme de préservation du léopard des neiges. Comme nous avions confisqué des animaux vivants, j'ai pu remarquer que les grands félins avaient un comportement et un mode de communication très proches de ceux de mes propres chats au quotidien. J'ai alors commencé à m'intéresser à l'éthologie et surtout au comportement des chats domestiques. Une chose menant à l'autre, aujourd'hui, toute ma vie tourne autour des chats. Vous vous décrivez comme un médiateur, faisant le lien entre l'homme et le chat. Ça veut dire quoi concrètement? J'essaie de faire comprendre à l'homme comment fonctionne le chat. Et indirectement, j'aide aussi les chats en expliquant aux propriétaires comment mieux se comporter avec leurs animaux, comment mieux les comprendre. Cela permet d'établir une meilleure interaction et communication entre l'homme et son chat. Quand on a un chat, on sait interpréter les signaux de son propre compagnon. Mais comment se comporter en tant qu'étranger? Comment savoir qu'un chat va bien vouloir que je le caresse? C'est tout un ensemble de signaux. Il faut observer avant tout la tension corporelle, mais aussi les mimiques, la dilatation des pupilles et la position de la queue. C'est très complexe chez le chat. Quand le chien remue la queue, par exemple, on sait que tout va bien, qu'il est content et recherche le contact. Alors qu'à l'inverse, un chat qui balaie la queue de droite à gauche, c'est qu'il ne veut surtout aucun contact, qu'il risque peut-être même d'attaquer. Là, on entend votre chat ronronner comme un moteur. Est-ce que ça veut dire clairement qu'il se sent bien avec nous? Ou est-ce qu'il pourrait nous attaquer sans prévenir? C'est peut-être bête comme question. Non, pas du tout. Je crois bien que Marvin est parfaitement à son aise et heureux en ce moment. Mais il est vrai que le ronronnement n'est pas toujours un signe de bien-être. Les chats ronronnent aussi souvent chez le vétérinaire, dans des situations de stress ou quand ils sont en train de mourir. On pense que c'est une façon de se rassurer. On sait d'ailleurs que sur l'homme aussi, le ronronnement d'un chat a un effet apaisant. Moi, je trouve même qu'il n'y a pas de plus beau bruit au monde. D'ailleurs, on a tendance à l'oublier quand on a ces adorables boules de poils sur les genoux, mais les chats sont et restent des prédateurs. La mort rôde dans le jardin. Elle avance sans bruit, sur ses pattes de velours. En se basant sur des études américaines et suisses, on estime que chez nous, 100 à 200 millions d'animaux sauvages sont tués par des chats, dont une large proportion d'oiseaux chanteurs. Minet est un serial killer. Si on extrapole ses estimations, un quart des oiseaux meurent sous les crocs d'un chat.
Les populations d'oiseaux ne sont globalement pas menacées, mais localement, en particulier dans les zones urbanisées, on constate qu'ils sont moins nombreux qu'ils pourraient l'être. Et dans certains secteurs, certains jardins avec une forte densité de chats, les oiseaux ont même entièrement disparu. À quoi correspond une forte densité de chats? Prenons l'exemple de Hambourg. Si un chat devait chasser pour se nourrir par lui-même, un territoire d'1 km² suffirait tout juste à contenter 2 félins. Dans les faits, ce sont 251 chats qui se partagent ce même territoire. Comme le chat domestique est nourri par ses maîtres, il n'a pas besoin de chasser. Mais il cède régulièrement à son instinct. Le félin n'est toutefois pas le seul responsable du triste sort réservé aux oiseaux. La faute revient aussi largement à l'homme. L'agriculture intensive pratiquée en zone rurale réduit l'habitat naturel des animaux sauvages et des oiseaux. Les zones habitées, en particulier les villes, deviennent donc les derniers refuges pour ces animaux, où ils rencontrent évidemment des chats qui leur mènent la vie dure. Leur principal ennemi, les chats errants. En plus des 8 millions de chats de compagnie allemands, on évalue à près d'1 million leurs congénères abandonnés, forcés de se débrouiller seuls. Des chats qui sont obligés de chasser pour survivre. Un problème difficile à régler. En cette froide nuit de mars, Monika Freitag, de l'association de protection des animaux de Hambourg, n'est pas là pour faire le plein. On l'a informé que des chats avaient été abandonnés sur cette aire d'autoroute. Il s'agirait de 2 jeunes chats, l'un gris et l'autre blanc et noir. La mère n'a jamais été vue, elle a sûrement été écrasée. Ils sont petits et maigrichons, ils vivent ici depuis octobre de l'année dernière et sont nourris en cachette. En l'attirant dans une cage de trapage avec de la nourriture, elle parvient à capturer l'un des 2 chats errants. Tôt le lendemain matin, l'animal se retrouve sur la table d'opération du refuge pour animaux. Le vétérinaire enlève les ovaires de cette jeune femelle sous anesthésie générale. On stérilise les chats errants pour limiter leur reproduction incontrôlée dans la nature. Cela évite aussi qu'ils se battent trop souvent pour défendre leur territoire et qu'ils subissent des blessures parfois sérieuses. Les protecteurs des animaux ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Les chats errants craignent l'homme et ne peuvent pas être adoptés. Le chat sera donc relâché 2 ou 3 jours après sa stérilisation, mais pas sur une aire d'autoroute. Pourtant, il semblerait que stériliser uniquement les chats errants ne soit pas une mesure suffisante. Une obligation générale de stérilisation profiterait aux chats eux-mêmes et bien sûr aux oiseaux. L'avantage évident d'une stérilisation des chats domestiques pouvant circuler librement, c'est qu'ils ne se reproduiraient plus avec les chats libres ou errants, et cela limiterait leur nombre. L'autre avantage, c'est que les chats de compagnie stérilisés ressentent moins le besoin d'aller chasser. Quelle autre solution s'offre aux propriétaires de chats pour empêcher leur cher matou de s'en prendre aux oiseaux? La fausse bonne idée, le collier à grelots. Il n'avertit que les oiseaux adultes et encore. Sans compter que le chat court le risque de s'étrangler. Plus efficace et plus sûre, la barrière anti-grimpe nommée Stop Minou. Le Stop Minou empêche les chats de grimper aux arbres et d'y piller les nids des oiseaux. Ce modèle a même des protections en caoutchouc au bout pour que le chat ne se blesse pas. Il est aussi possible de lier plusieurs barrières entre elles pour les arbres au tronc plus large. Et parfois, il faut tout bonnement imposer une trêve entre ses ennemis naturels. On demande à tous les propriétaires de chats de les garder à l'intérieur pendant la période de reproduction des oiseaux, entre mi-avril et mi-juillet. C'est une phase très sensible. Ce n'est pas seulement l'instinct de chasseur des chats qui pose problème. C'est aussi leur simple présence dans les zones de reproduction qui pousse les oiseaux adultes à abandonner leur nid. 3 mois de réclusion pour tentative de meurtre sur oiseau, une sentence qui n'a rien d'exagéré.
Vous qui êtes spécialiste, que pensez-vous des colliers à grelots? Ce n'est pas une très bonne idée. Les chats sont des chasseurs accomplis qui ont une maîtrise parfaite de leur corps. Ils comprennent très vite qu'en bougeant à peine, le grelot ne teintera pas et que sinon ils n'attraperont pas grand-chose. Des vrais petits malins, hein? Ils savent s'adapter à tout. Oui, parce qu'ils sont surtout très intelligents, à tel point qu'on peut parfaitement les dresser. Vraiment? Oui, je vais vous montrer comment faire avec la méthode du clicker training. Le clicker training? J'utilise un clicker, comme les petits jouets en métal, qui va servir de signal sonore. Je vais utiliser ce son bien précis à chaque fois que le chat aura le comportement que j'attends de lui. Pierre, peux-tu me donner la baguette jaune? Celle-là? Oui, merci. C'est une baguette qui va faire office de cible, qui va en quelque sorte remplacer mon index pour montrer quelque chose. Mathis sait que lorsqu'il touche du nez la baguette, il y aura un clic suivi d'une friandise. Il va donc apprendre à suivre la baguette avec, oui, bravo, avec son adorable petit museau. Il a obéi, donc je fais clic et je lui donne une friandise. Marvin a aussi compris l'astuce? Oui, Marvin sait aussi le faire, mais là il approche pour essayer d'avoir une friandise gratuite. Oui, super! Allez, on va voir si Marvin parle français. Ça marche, c'est bien. Mathis, grimpe. Clic, super. Le timing était parfait. C'est très amusant. Et ça semble être une bonne solution pour qu'un chat reste actif, même en appartement. Mais à part faire joujou avec le chat, à quoi ça sert? C'est très utile. J'utilise souvent cette méthode pour des chats avec des troubles du comportement. Beaucoup de chats vivent aujourd'hui en appartement et manquent vraiment de stimulation dans leur quotidien. Ce sont de parfaits prédateurs, faits pour chasser, se dépenser, utiliser leur corps, cette merveille d'agilité qu'on ne peut que leur envier. Regardez après notre séance, Marvin est super détendu. Mathis aimerait bien continuer, mais c'est un chat à forte personnalité et très actif. Si on l'écoutait, on passerait encore une demi-heure à quatre pattes à jouer avec lui, à lui faire d'autres tours et d'autres activités pour qu'il montre tout ce dont il est capable. Est-ce qu'il faut commencer tôt cette méthode, quand le chat est encore jeune et capable d'apprendre? Non, j'ai déjà utilisé cette méthode avec des chats de 17 ans. Il est évident qu'à un jeune âge, comme c'est le cas pour l'homme, il apprend un peu plus vite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus capable d'apprendre en étant plus vieux. Il suffit d'adapter les exercices à l'âge du chat. Donc il n'est jamais trop tard. Non. On a passé un bon moment avec les petits protégés de Birgard, de bons gros matous affectueux et bien élevés. Mais la cohabitation n'est pas toujours aussi simple. Pour ne pas prendre votre chat à rebrousse-poil, voici quelques conseils. C'est bien connu, les chats sont de vrais divas en manteau de fourrure. Ils ont leur caractère, sont d'humeur variable et contrairement aux chiens, ce sont des solitaires aimant le calme. Mais on ignore souvent qu'eux aussi peuvent rendre fous leurs propriétaires et parfois même représenter un danger pour eux. Une étude menée par l'Université de Munich sur 300 chats domestiques a conclu que près de la moitié d'entre eux présentaient des troubles du comportement. Une tendance à la hausse. Les troubles du comportement chez le chat augmentent parce qu'ils sont plus nombreux à vivre en appartement sans pouvoir chasser librement au dehors. Les chats ont un vrai besoin de se dépenser, ce qu'ils ne peuvent pas assez faire en appartement, d'où ces troubles comportementaux. Problème le plus fréquent, le manque de propreté. Presque un chat sur 3 fait ses besoins en dehors du bac qui lui est réservé. Pour y remédier, toujours plus de propriétaires vont chercher conseil auprès de professionnels. Il peut y avoir différentes raisons au fait qu'un chat n'utilise pas sa litière. Cela peut être très simple, un bac placé au mauvais endroit ou un type de litière qu'il n'aime pas. Mais cela peut être aussi plus grave et se traduire par une sorte d'appel au secours, parce que le chat ne se sent pas bien
qu'il est stressé ou perturbé par quelque chose dans son environnement. Pour trouver la cause exacte des troubles, il est conseillé de commencer par un bilan de santé complet. En effet, un manque de propreté peut souvent s'expliquer par une simple inflammation de la vessie. Si d'autres causes purement médicales, telles que la surdité ou la cécité, sont écartées, le thérapeute va alors s'intéresser à l'environnement du chat, en discutant longuement avec le propriétaire. L'étude de l'Université de Munich montre que souvent, les troubles comportementaux sont déclenchés par une situation de stress. Environ un tigre de salon sur 2 est angoissé. Ils sont particulièrement effrayés par les bruits forts ou les orages. Mais un nouveau venu au domicile, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un autre animal, peut aussi être source d'anxiété. Les chats ont souvent peur des étrangers lorsqu'ils ne sont pas assez socialisés. Dès le début de leur vie, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 7 ou 8 semaines, ils doivent avoir vécu toutes les situations pour pouvoir ensuite les considérer comme normales. Tout ce qu'ils n'auront pas connu d'ici là peut être source d'angoisse plus tard. Une bonne socialisation passe par la découverte le plus tôt possible d'une vie bien remplie avec des rencontres variées. Pour une cohabitation paisible, il faut savoir être à la fois doux et conséquent dans ses actes. 42% des propriétaires de chats sont régulièrement confrontés aux caprices de leurs compagnons, parfois très déraisonnables. Le plus fréquent, la nourriture qui n'est pas à son goût, ou pire encore, son appétit à toute heure. Les miaulements nocturnes peuvent vite vous hérisser le poil. Mais souvent, c'est le propriétaire lui-même qui est fautif. Les petits malins à moustache remarquent vite si leur maître cède au moindre caprice et savent ensuite en profiter. Des miaulements incessants peuvent aussi indiquer que le chat manque d'espace et de liberté. S'il ne se dépense pas assez, il risque de devenir difficile à vivre, voire même agressif. Pour ces chasseurs nés, il est normal d'avoir un comportement bagarreur. L'évolution en a voulu ainsi. Un chat sur 3 évacue simplement cette agressivité en jouant. Mais il arrive que le jeu tourne mal. Un jour, une femme est venue me consulter. Elle avait adopté un chat mâle de 3 mois et tous les deux jouaient souvent ensemble de façon un peu brusque. Il est progressivement devenu de plus en plus agressif. Il la mordait aux jambes, aux mains et a même fini par lui sauter au visage. Elle m'a alors demandé de l'aide pour reprendre le contrôle. Mais même si la situation s'envenime, il est essentiel que le maître ne réagisse pas par la violence. Si un chat se montre trop agressif, c'est souvent parce qu'il a peur. Il a alors surtout besoin qu'on s'occupe de lui. Le punir ne résoudra rien. Chercher à comprendre l'origine des troubles du comportement de son compagnon, tout en apprenant à y réagir correctement, voilà la seule solution pour qu'un chat à problème redevienne doux comme un agneau. Le harnais est-il vraiment une solution quand on a un chat dans une grande ville? Est-ce qu'on peut même l'emmener se promener dans une rue fréquentée, par exemple? Oui, mais il faut d'abord veiller à ce que la promenade soit parfaitement sûre et écarter tous les dangers. Par exemple, un chien en liberté. Et surtout, il faut d'abord habituer progressivement le chat au port du harnais, chez soi, avec le clicker training, ce qui peut prendre jusqu'à 6 mois. Cela dépend aussi de la personnalité du chat. Tous n'y trouveront pas leur compte. Je ne promènerai pas forcément en harnais un chat timide et peureux. Mais un petit curieux comme Filou, aucun problème. Il s'appelle vraiment Filou? Oui, c'est son nom. Avec un nom pareil, son besoin de liberté, d'indépendance et son air curieux, vous iriez bien ensemble, toi et lui, tu crois pas? Oui, pourquoi pas? Tu voudrais pas l'adopter? C'est très tentant parce qu'il a vraiment l'air adorable, mais je pense qu'il ne serait pas heureux chez moi. On est tout en vadrouille, tu sais. C'est vrai. Dommage. Alors on vous laisse ce petit poilu. Oui, il sera beaucoup mieux chez vous.
Salut Filou. Salut. Merci pour la balade. C'est la fin de cette émission sacrément intéressante, mais on se retrouve tous bientôt. Salut. Oui, il va falloir que je me débarrasse un peu des poils de chat, mais à la prochaine. Et restez curieux.